quorum, c'est un tiers. Hein. Le quorum, c'est un tiers en ce moment. En ce moment. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous. Il est 18h15. J'ouvre donc la présente séance du Conseil municipal et Sébastien va faire l'appel. Philippe Parzi. Présent. Virginie Sanchez. Présent. Pierre Dubar est excusé, il a donné procuration à Marjorie Lejoin. Christophe Gras est excusé, il a donné procuration à André Den. Karine Pernac de Croc. Présent. Jean-Marc Boulonne. Présent. Chantal Delporte. Présent. Patrick de Régère est excusé, il a donné procuration à Julien Parzi. Sophie Cortus. Présent. Philippe Lelièvre. Présent. Marjorie Lejoin. Présent. Jean-Noël Fenel. Présent. Sophie Maille. Julien Parzi. Présent. André Den. Présent. Mauricette Waterloo est excusé, elle a donné procuration à Marjorie Lejoin. Bernard Vandenbusch. Laurent Landion a donné procuration à Alison Verfailly. Souad Meniafi a donné procuration à Philippe Lelièvre. Alison Verfailly. Bernard Bourrez a donné procuration à Virginie Sanchez. Anne-Marie Leroux-Poissonnier a donné procuration à Philippe Parzi. Marie-Christine Hendrix a donné procuration à Philippe Parzi. Didier Martin. Catherine Dubar a donné procuration à Sophie Maille. Sandra Massard a donné procuration à Karine de Croc. Isabelle Broders-Berquet a donné procuration à Sophie Cortus. Frédéric Planck a donné procuration à Jean-Marc Boulonne. Alexis Lecoeuf a donné procuration à Philippe Lelièvre. Mathilde Woman. Claire Imbert du Tilleul. Elle arrive. Grégory Van Grevenage. Présent. Mathilde Demont. Elle arrive également. Alors, comme vous le voyez, ce soir, le conseil municipal est clairsemé. Je vous en explique la raison. En fait, les règles de quorum ayant été simplifiées en raison de la crise sanitaire, et compte tenu de l'intervention du Premier ministre hier, j'ai fait en sorte que les conseillers municipaux du groupe majoritaire soient présents en sorte que le quorum, qui est d'1 tiers, puisse être respecté afin de respecter surtout les distanciations sociales qui sont possibles dans cette salle, puisqu'il était trop tard pour que nous puissions transférer le conseil municipal à la salle des fêtes dans la mesure où les convocations étaient parties en stipulant que le conseil municipal se déroulait ici. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur le compte-rendu de la dernière séance qui vous a été transmis avec la présente convocation? Bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez mon retard. Alors, moi, j'ai pas d'observation. C'est juste savoir si on peut nous l'envoyer avant que la veille, parce qu'on n'a pas le temps d'en prendre connaissance quand on nous l'envoie la veille. D'accord. Si c'est possible, 2 jours avant ou quelque chose comme ça. Mais... Je pense que ça doit l'être, hein, ça doit être possible. C'était la veille, ouais, c'est pour ça. C'est juste pour en prendre connaissance. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui m'ont été accordées par le Conseil municipal le 30 juin 2020, sans autorisation préalable de cette Assemblée. Alors, il y avait trois décisions, plusieurs décisions, qui concernaient à la fois la participation des familles pour les classes de neige 2021-2022, l'attribution du marché pour l'organisation des classes de neige, les tarifs funéraires, l'attribution du marché pour les contrats d'assurance. Je vous rappelle que ces informations ne sont pas soumises
au débat. Je vous invite donc à passer à l'ordre du jour, et notamment au chapitre finances. Je vous rappelle qu'une réunion de la commission de finances s'est tenue la semaine dernière. Nous avons également évoqué les divers points relatifs aux ressources humaines. Elle s'est tenue précisément, je crois, le 29 novembre dernier. Et donc l'ensemble des points qu'on va évoquer maintenant ont été vus lors de cette réunion. Alors, décision budgétaire modificative. Je vous propose d'accepter les modifications budgétaires sur le budget primitif 2021 comme suit. C'est un projet de délibération budgétaire modificative qui ne concerne exclusivement que la section d'investissement pour un total de crédits de 69 850 € qui sont répartis de la manière suivante. Un achat de columbarium au cimetière pour 8 850 € sur l'opération 21 316 026 9805. Un achat de matériel sécurité pour les espaces publics au compte 21 28 822 20 201 pour 1 000 €. Une augmentation des crédits affectés au City Stade pour 60 000 €. Ces dépenses de 69 850 € étant compensées par une recette liée à la taxe d'aménagement pour la même somme. Est-ce que vous avez des questions à poser? Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Délibération de portée générale en référence à l'article 16.12.1 du Code général des collectivités territoriales. C'est une délibération que vous serez appelé à prendre pendant tout le mandat, généralement à cette période de l'année, et qui nous permet d'engager un certain nombre de dépenses, notamment en investissement, avant le vote du budget. Alors, au moment où je vous les présente, ces ouvertures de crédit, bien entendu, il n'y a pas d'affectation en face, puisque je ne connais pas aujourd'hui quelles seront les dépenses qui pourraient être engagées au cours du premier trimestre. Ça nous permet simplement de travailler avant le vote du budget. Alors, il y a des crédits qui sont affectés en espace public pour 20 000 €, en achat d'équipement pour 150 000 €, en travaux de bâtiments pour 150 000 €, en espace naturel pour 25 000 €, en éclairage public pour 20 000, dans les écoles pour 20 000 également. Et je vous rappelle, si vous en êtes d'accord, que ces crédits seront repris lors du vote du budget primitif qui interviendra fin mars, début avril, comme c'est le cas habituellement, dès qu'on dispose de toutes les données de l'État, du moins de l'essentiel des données de l'État. Est-ce que vous avez des questions? Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Convention de recouvrement pour compensation entre la métropole et la commune. Alors, la métropole européenne de Lille dispose d'une créance de 555 054 € au titre des charges et produits transférés par la ville à la métropole européenne de Lille lors de la fusion entre la commune et la communauté, entre la MEL et la communauté de communes de la Haute-Deule. La métropole européenne de Lille et la commune conviennent d'organiser par convention le recouvrement par compensation entre leurs dettes et les créances, conformément aux dispositions de l'article 1348.2 du Code civil. La commune d'Annelin s'acquittera de sa dette sur 3 années, de 2021 à 2023, selon l'échéancier qui figure dans la convention. Donc je vous demande de m'autoriser à signer cette convention. Alors je rappelle, nous en avions parlé lors d'une précédente réunion où Madame Imbert m'avait interpellé sur une somme que nous devrions rembourser à la métropole. Effectivement, j'avais dit que ça correspondait essentiellement à la participation qui était liée au SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, ainsi qu'au GEMAPI. Alors, bien sûr, cette somme, comme vous voyez, elle est supérieure à 330 000. Pourquoi? Puisque nous avons à la fois de mars 2020 à décembre 2020 reçu la recette sans avoir supporté la dépense liée au SDIS, du moins en n'ayant supporté qu'un trimestre. Et nous avons toute l'année 2021. C'est la raison pour laquelle la somme est de 555 054 €. Quelles sont les personnes qui sont favorables? D'abord, y a-t-il des questions? Pardon. Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Fonds de concours pour les panneaux photovoltaïques.
Alors, suite à la demande de subvention au titre du fonds de concours Transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'école Auguste Parsy, le bureau métropolitain du 15 octobre 2021 a décidé d'octroyer à la commune une aide financière d'un montant maxi de 23 040 €. Afin de bénéficier de cette aide financière, je vous propose d'accepter le fonds de concours accordé par la métropole et vous demande de m'autoriser à signer la convention qui attribue ce fonds de concours et qui en fixe le montant. Des questions? Qui est favorable? Je vous remercie. C'en est terminé pour les finances. Je vous propose d'aborder le chapitre ressources humaines. Délibération portant création de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections. Alors, les agents de catégorie A, d'abord sur votre note de synthèse, il y a une erreur. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Il est noté qu'on propose d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire en faveur des fonctionnaires titulaires et stagiaires qui, en raison de leur grade ou de leur indice. Je vous demande de ne pas tenir compte de cette partie où il est noté de leur indice, puisqu'avant nous étions limités à l'indice 380, mais cette disposition a disparu. Donc c'est bien uniquement pour les fonctionnaires de catégorie A. Donc je reprends le résumé de ce projet de délib. Les agents de catégorie A qui participent au fonctionnement des diverses élections ne peuvent statutairement percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre des heures effectuées au-delà de leur temps de travail habituel. L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection a été instaurée pour permettre à cette catégorie d'agents d'être rémunérés lors des élections pour ces dépassements d'horaires. Je vous propose donc d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection en faveur des fonctionnaires titulaires et stagiaires qui, en raison de leur grade, donc des fonctionnaires de catégorie A, sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Des questions? Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Compte tenu de l'évolution des besoins des services, il y a lieu de créer les postes suivants pour le bon fonctionnement des services espace naturel, jeunesse et petite enfance. Donc je reviens sur l'exposé qui avait été fait lors du dernier conseil, au cours duquel on avait pu m'interroger sur les raisons qui justifiaient qu'on crée des postes régulièrement. Et surtout sur l'évolution de carrière des agents, et j'avais répondu à cette époque que dès lors que les agents étaient en remplacement chez nous depuis plus d'une année, qu'ils donnaient satisfaction et que les tâches qu'ils remplissaient s'inscrivaient dans le cadre d'un besoin permanent, eh bien nous stagiairisons ces agents. C'est ce que je vous propose donc, de créer un adjoint technique à temps complet au service espace naturel au 1er mars 2022, un adjoint d'animation à temps non complet à raison de 30 heures au service jeunesse au 1er février 2020. 1er février 2022. Comment? Oui, c'est ça. Ouais. Une auxiliaire de puériculture principale de seconde classe à temps complet au 1er janvier 2022. Un poste d'adjoint technique à temps complet au 1er mars 2022. Et un poste d'adjoint technique à temps complet au 1er mars 2022 également. Alors, dans ces postes, et je l'ai précisé lorsque nous nous sommes vus dans le cadre de la réunion de préparation de la commission de finances, je vous rappelle, pour celles et ceux, j'informe plutôt pour celles et ceux qui ne le savaient pas, que parmi les postes créés, il y a surtout 2 remplacements suite à 2 départs. Nous avons le poste d'auxiliaire du puériculture principal de seconde classe à temps complet au 1er janvier 2022 vient remplacer un agent qui a sollicité ses droits à faire valoir une demande de mutation, laquelle mutation a été acceptée, donc il faut donc remplacer cet agent. Et enfin, une animatrice du service jeunesse qui quitte la fonction publique territoriale pour se lancer dans un nouveau projet personnel et professionnel. Et donc, cet agent nous ayant quitté, il y a lieu également de la remplacer au service jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Adhésion à la prestation chômage du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.
Conformément à l'article L5424-1 du Code du travail, le régime d'assurance chômage s'applique aux agents, fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, ces agents ont droit, s'ils en remplissent les conditions, au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les mêmes conditions que les salariés du privé. Je vous demande de m'autoriser à signer la convention permettant au CDG 59 d'accompagner la collectivité d'Annelin dans le calcul des droits aux allocations chômage et dans le suivi du dossier des agents involontairement privés d'emploi. Grosso modo, on n'a pas de service, nous, qualifié pour calculer le régime d'allocation chômage auquel pourrait prétendre un agent qui perdrait son emploi chez nous. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adhérer au CDG qui, eux, ont un personnel qualifié pour calculer ces droits, à la fois sur le montant, à la fois sur l'éligibilité, à la fois sur la durée. Est-ce qu'il y a des questions? Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Création de postes pour accroissement temporaire d'activité au service jeunesse. Considérant qu'il est nécessaire de recruter 2 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au service jeunesse pour l'encadrement des enfants en garderie périscolaire et pour les mercredis d'animation, je vous propose de créer 2 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le cadre d'adjoints d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. Ces emplois non permanents seront occupés par 2 agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée de 12 mois maxi pendant une même période de 18 mois à compter du 8 décembre 2021. La rémunération de ces agents sera calculée par référence au premier échelon du grade de recrutement et les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune. Pareil, est-ce qu'il y a des questions? Quelles sont les personnes qui sont favorables? Je vous remercie. Création d'un poste en apprentissage pour la petite enfance. Pour le bon fonctionnement du service petite enfance, je vous propose de créer un contrat supplémentaire en alternance sous la forme d'un contrat d'apprentissage en vue de former un ou une auxiliaire de puériculture. En fait, on s'est rendu compte que quand on avait une auxipu qui était souffrante, c'était pas si simple que ça de la remplacer. On trouve c'est pas un grade d'emploi qu'on trouve facilement. Et donc, nous avons pensé qu'il serait bien d'avoir quelqu'un que nous allons recruter. Alors, on a fait une ouverture de poste qui est sur le site de la ville pour recueillir les candidatures. Cet agent, on va le former et puis il nous servira, entre guillemets, de vivier en cas de remplacement. Et surtout, on se projette également sur l'extension de la crèche qui est prévue maintenant en tout cas je l'espère, pour le dernier semestre 2024, ce qui pourrait correspondre avec le terme de sa formation, puisqu'une formation en contrat d'apprentissage, pour ce type de formation, c'est 2 années. Quelles sont les personnes qui sont... Y a-t-il des questions? Quelles sont les personnes qui sont favorables? D'accord. Alors, on m'informe qu'il y a un problème technique et qu'on n'arrive pas à retransmettre sur Facebook. C'est bien ça? Il est enregistré, mais il n'y a pas d'image. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit enregistré. Ce qui compte, c'est la teneur des débats, c'est pas qu'on voit notre binette. Bon. Voilà. Donc, recensement de la population 2022, recrutement et rémunération des agents recenseurs et des coordonnateurs communaux. Le recensement de la population en partenariat avec l'INSEE se déroulera du 20 janvier au 26 février. Un coordonnateur communal ainsi que son adjoint ont été désignés. Des agents recenseurs devront être recrutés à cette occasion pour couvrir les 3 secteurs. Et je vous propose de fixer leur rémunération de la manière suivante. Par feuille de logement collectée, 90 centimes d'euros. Feuille de logement sur Internet, 1,10 €. Bulletin individuel collecté, 1,40 €. Bulletin individuel Internet, 1,60 €. Séance de formation, sachant qu'il y a 2 séances par agent, 25 € la formation. Et un forfait de déplacement de 50 € leur sera attribué.
De la même manière que pour les créations de postes, je vous informe que les crédits sont suffisants et sont prévus au budget primitif de la commune. Y a-t-il des questions? Moi, c'était juste une précision dont on a parlé lors de la commission pour Oui. dire qu'effectivement, l'État reversait une partie des Oui. indemnités qui seraient versées par la commune. Donc la commune ne prenait pas en charge à 100%. Non. Voilà. C'est ça. Il y a une compensation. Alors, je ne peux pas, très honnêtement, de tête, je ne saurais pas vous dire le montant, mais il y a une compensation qui vient atténuer les frais engagés par la ville. Merci. Point suivant, action économique. Sophie. Alors, dérogation au repos dominical au titre de l'année 2022. Ah, pardon. Quelles sont les personnes qui sont favorables? C'est pour voir si vous suiviez. Donc, alors, point suivant. Bon, vous m'avez troublé. Action économique, je passe la parole à Sophie. Dérogation au repos dominical au titre de l'année 2022. L'article L 3132-26 du Code du travail dispose que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Les commerces de détail doivent octroyer aux salariés privés de repos dominical une rémunération moins égale au double de la rémunération normale due pour une durée de travail équivalente. Afin de garantir l'équité des conditions d'ouverture des commerces de détail des communes de la métropole européenne de Lille et de donner une visibilité tant aux professionnels qu'à la clientèle, la MEL a souhaité proposer une harmonisation du dispositif sur l'ensemble de son territoire. Par une décision par délégation du Conseil métropolitain du 28 juin 2021, le président de la MEL, M. Damien Castelin, a décidé, compte tenu des incertitudes qui pèsent toujours sur l'évolution du contexte sanitaire, de reconduire le cadre applicable en 2021, à savoir autoriser les maires à octroyer jusqu'à 12 dimanches d'ouverture avec un calendrier commun de cette date. Le calendrier des 7 dates fixes reste le même, les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes et les 4 dimanches précédant Noël. Vu les demandes formulées par courrier par Lidl en date du 19 octobre 2021 et par Carrefour Market en date du 4 novembre 2021 pour l'année 2022, après consultation des organisations syndicales et professionnelles conformément à l'article R 3132-21 du Code du travail, la ville d'Annelin propose un calendrier de 5 dates de dérogation au repos dominical en ajoutant le 2 janvier, 17 avril, 8 mai, 4 septembre, 6 novembre aux 7 dates harmonisées sur le territoire de la MEL. Ainsi, le calendrier 2022 des ouvertures des commerces de détail dérogeant à la règle du repos dominical sera le suivant: 2 janvier, 16 janvier, 17 avril, 8 mai, 28 juin, 28 août, 4 septembre, 6 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2022. Le nombre de dimanches excédant 5, la métropole européenne de Lille sera saisie pour avis conforme. Je vous propose, avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Merci. Je vous propose d'émettre un avis favorable aux 12 dimanches proposés ci-dessus, comme dérogeant à la règle du repos dominical pour l'ensemble des secteurs d'activité de commerce de détail. Êtes-vous favorable? Merci. Merci Sophie. Point suivant, éducation. Je passe la parole à Virginie Sanchez. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, fusion du groupe scolaire Prévert Chopin et de l'école Jean Carpentier. Parmi ses compétences essentielles, la ville a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. Elle décide ainsi de la création et de l'implantation des écoles sur son territoire. Article L 212-1 du Code de l'éducation et L 2121-30 du Code général des collectivités territoriales.
De son côté, l'Éducation nationale se doit d'appliquer ses programmes officiels d'enseignement dans les établissements scolaires en missionnant ses enseignants et en déployant l'organisation administrative qui les soutient. Dans ce cadre, la ville, par courrier en date du 3 novembre 2021, a sollicité l'inspecteur de l'Éducation nationale au sujet de la fusion du groupe scolaire Prévert-Chopin et de l'école Jean Carpentier. Les conseils des écoles ont, lors de leur réunion du 27 novembre 2021 et du 30 novembre 2021, émis un avis favorable à cette fusion. La fusion pourrait être effective à compter de la rentrée 2022. Ce projet apporterait une continuité pédagogique depuis la toute petite section jusqu'au CM2, ainsi qu'une simplification administrative avec une seule direction et donc un seul interlocuteur. En sa qualité de maire de la commune, Monsieur le maire propose que le groupe scolaire Prévert-Chopin fusionne avec l'école Jean Carpentier. Le groupe scolaire sera alors composé de 2 écoles maternelles de 4 classes et d'une école élémentaire de 8 classes, dont une classe Ulysse, soit un effectif prévisionnel pour la rentrée 2022 de 270 élèves. Le projet de fusion nécessitant un avis de la ville sur le sujet, je vous propose d'approuver la fusion administrative du groupe scolaire Prévert-Chopin et de l'école Jean Carpentier en une entité unique dès la rentrée de 2022-2023. Avez-vous des questions? Non, moi j'avais juste une précision, mais vous y avez apporté la réponse. C'était justement l'intérêt de cette fusion. Alors, il y a un intérêt pour nos services, c'est-à-dire d'avoir déjà une seule direction, soit un seul interlocuteur, ce qui facilite les choses. Ensuite, il y a un intérêt du point de vue de l'Éducation nationale. Ça crée une dynamique de la petite section jusqu'à CM2. Et il faut savoir que l'Éducation nationale n'émet pas d'avis sur cette fusion, mais l'accompagne. Et c'est en toute... nous avons rencontré les services de l'Éducation nationale avant de proposer cette fusion et l'Éducation nationale était favorable, elle aussi, à cette fusion, même si elle ne doit pas, dans le processus, se prononcer. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, le plan de relance... Oh, pardon, j'ai oublié de faire voter. Désolée. Êtes-vous favorable? Je vous remercie. Alors, le plan de relance numérique, Virginie. Alors, en janvier 2021, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports invitait les collectivités, dans le cadre d'un plan de relance numérique subventionné entre 50 et 70%, à construire un projet exceptionnel visant la transformation numérique des écoles. La ville d'Annelin, qui accueille 23 classes d'élémentaire, est attentive aux moyens dispensés concourant à l'apprentissage de ses enfants. Consciente des défis économiques et sociaux causés par la Covid-19, le plan proposé par le gouvernement semblait être une opportunité pour la collectivité pour lutter contre les inégalités scolaires et contre la fracture numérique. À ce jour, le ministère annonce un financement du projet à hauteur de 21 495 €. Pour faire suite et ainsi faire bénéficier la commune du plan de rebond, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à la convention plan de relance numérique avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Êtes-vous favorable? Je vous remercie. Point suivant, Virginie. Alors, je vais traiter les 2 points en une délibération. Participation aux dépenses des écoliers annelinois en cours d'élémentaire et maternelle fréquentant les écoles privées de Sainte-Anne et Sainte-Marie. Par délibération, un contrat d'association a été passé avec l'école Sainte-Anne à Annelin et avec l'école Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny pour participer aux frais des écoliers d'élémentaire. Depuis la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019, les communes doivent participer aux frais des enfants de maternelle de 3 ans et plus pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. Pour l'année scolaire 2021-2022, je vous propose d'attribuer pour l'école Sainte-Anne aux élèves annelinois d'élémentaire, soit 100 élèves, un montant de 49 634 €, le coût pour un élève étant de 496,34 €. Aux élèves annelinois de maternelle, soit 72 élèves, un montant de 53 073,55 €, le coût pour un élève s'élevant à 737,13 €. Pour l'école Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny,
Aux élèves annelinois d'élémentaire, soit 5 élèves pour un montant de 2 481,70 € et aux élèves annelinois de maternelle, soit 2 élèves pour un montant de 1 474,27 €. Avez-vous des questions? Êtes-vous favorable? Je vous remercie. Je voudrais juste revenir 30 secondes, je ne voulais pas préciser, sur le plan numérique. Vous vous rappelez qu'il y avait eu une réunion de conseil où je vous avais dit que le montant de la subvention que nous allions percevoir était de loin inférieur aux prévisions qui avaient été annoncées. On avait fait un article dans la presse, on avait saisi M. Blanquer pour ce problème et vous voyez que le montant de la subvention est passé de 14 000 à 21 000. Et hier au courrier, M. Blanquer nous répondait en nous disant qu'il avait bien pris en compte la demande qu'on lui avait adressée et que les crédits de subvention seraient réajustés. Alors certes, pas à la hauteur de ce qu'on espérait, puisqu'on espérait une quarantaine de milliers d'euros, mais on a gagné 7 000 € par un simple courrier, ce qui n'est pas négligeable quand même. Voilà. Point suivant, culture. Je passe la parole à Karine. Bonsoir. Donc au chapitre culturel des droits d'entrée, donc on va commencer par les petits rendez-vous culturels. Donc les petits rendez-vous culturels sont destinés à la jeunesse, de la petite enfance à l'adolescence. Ils sont mis en place à chaque période de vacances scolaires. Ils ont été mis en place, la finalité, c'est de faciliter et de favoriser l'accès à la culture dès le plus jeune âge, à travers une offre culturelle de proximité, que ce soit des marionnettes, des concerts, des événements musicaux, des spectacles vivants. Donc on avait déjà voté il y a quelque temps pour un tarif, un droit d'entrée, c'était pour le spectacle sac à dos. Là, ce que je vous propose, c'est de faire une délibération cadre pour éviter à chaque spectacle de revoter le tarif. Donc je vous propose, comme il avait été décidé, de fixer le tarif à 3 €, un tarif unique par enfant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes favorable? Alors, nouveau dispositif, des soirées théâtre qui animeront la vie culturelle de la commune à raison de 2 rendez-vous dans l'année. Le but de ces soirées théâtre est de promouvoir le spectacle vivant, de faire découvrir des spectacles de qualité et de favoriser l'accès à la culture pour tous. Et dans ce cadre, je vous propose un tarif unique de 5 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'en avais une question. Par rapport à ces soirées théâtre, est-ce que ça va être des soirées dans le cadre familial ou pour les adultes? C'est plutôt adulte. Plutôt adultes. La destination de la jeunesse, D'accord. c'est vraiment les petits rendez-vous culturels. On en a fait une fin octobre qui était tailleur pour dames de Fédot et on était complet. Oui, c'est parce que je posais la question, comme lors d'un conseil précédent, on avait demandé un tarif famille si jamais c'était pour toute la famille. Ça Mais là, s'adresse effectivement, pas si à elle des s'adresse familles. plus aux adultes, d'accord. Merci. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes favorable? Je vous remercie. Tenter le point relatif à la subvention à verser au Centre communal d'action sociale. Donc, afin d'assurer la trésorerie du Centre communal d'action sociale, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à verser une avance sur la subvention d'un montant évalué à 100 000 € qui sera versé en début d'année 2022 avant le vote du budget primitif. Avez-vous des questions? Êtes-vous favorable? Merci. Urbanisme, schéma de mutualisation, Monsieur André. Oui. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir tout dépôt de demande d'autorisation par voie électronique. En outre, les communes de plus de 3 500 habitants seront dans l'obligation de se conformer à la dématérialisation complète du dépôt et de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Pour rappel, par délibération du 11 février 2020, le Conseil municipal s'est prononcé favorablement à la signature d'une convention avec la MEL. Merci, M. Boussuy maintenant. D'une convention avec la MEL permettant à la commune de se doter d'un logiciel dédié à la gestion des DIA et la gestion totale des autorisations du droit des sols et actes relatifs à l'occupation des sols, le logiciel de gestion Géo ou Oxalis. L'adhésion à cet outil nous permet aujourd'hui d'avancer en matière de dématérialisation
afin d'être en conformité avec l'évolution réglementaire induite par la loi Elan. Dans le cadre du schéma de mutualisation 2021-2026, l'AMEL nous propose d'une part de sortir le volet DIA du périmètre actuel, dans la mesure où c'est l'AMEL qui est, depuis la réforme de 2017, titulaire du droit de préemption urbain, et d'autre part de compléter l'offre de services existante du logiciel en place en y intégrant le guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Concrètement, ce guichet numérique des autorisations d'urbanisme se traduit par une nouvelle brique de l'application accessible via Internet et dédiée aux pétitionnaires des communes adhérentes au dispositif métropolitain. La mise en place du guichet unique numérique des autorisations d'urbanisme constitue la réponse aux évolutions imposées par la loi. La mise à disposition du logiciel d'instruction répond à la logique de prestation de services prévue aux articles L5215-27 et L5217-7 du Code général des collectivités territoriales. La tarification de ce portail numérique, intégrant dorénavant le guichet numérique des autorisations d'urbanisme, tient compte du nombre d'habitants des communes. Donc pour une commune de moins de 3 000 habitants, le coût annuel hors taxe de 176,76 €. Les communes de 3 000 à 9 999 habitants, 530,27 €. Communes entre 10 000 et 19 999 habitants, 1 178,38 €. Communes entre 20 000 et 49 999 habitants, 1 531,89 €. Communes entre 50 000 et 99 000 habitants, 9 242,17 €. Les communes de l'île Lom et Lem, le coût annuel, c'est 9 427,04 €. L'objet de la présente délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer, avec la métropole européenne de Lille, la convention de mutualisation en matière d'urbanisme annexée à la présente délibération. Êtes-vous favorable à cette proposition ? Merci André. Point suivant, subvention. Je passe la parole à Marjo pour les donneurs de sang et à Philippe ensuite pour l'association 313-17. Alors, subvention exceptionnelle au profit de l'association des donneurs de sang. Madame Anne-Marie Vasse, présidente de l'association des donneurs de sang, sollicite une subvention exceptionnelle afin de faire face à une augmentation des coûts générés par des dépenses liées à la crise Covid, de compenser les coûts fixes de l'association durant ces 2 années et de redonner de la visibilité à leur action de sensibilisation et de promotion. Avec 1 200 donneurs par an et l'arrêt des collations réalisées par leurs soins, l'association estime son manque à gagner à 600 € par an, soit 1 200 € pour cette période de crise sans compter la perte de leur stock. En effet, des dépenses avaient été engagées avant le confinement pour la réalisation des collations. Mais suite à leur arrêt préconisé par l'EFS et par le désengagement de nombreux bénévoles, craignant légitimement le virus, le stock de denrées périssables a été perdu et a engendré une perte sèche. De plus, l'association n'a pas pu organiser en 2020 et 2021 son traditionnel thé dansant de septembre, les privant ainsi d'une ressource financière annuelle non négligeable de 900 €, soit une perte de ressources de 1 800 € pour ces 2 années. Malgré le coup d'arrêt de leur activité, collation, thé dansant, intervention scolaire, l'association continue d'agir pour la promotion et la sensibilisation au don de sang, pour la cohésion sociale et essaye de trouver des solutions pour maintenir le lien social et la solidarité entre les générations. Après avis favorable de la Commission, je vous propose d'octroyer une subvention exceptionnelle de 3 500 € à cette association. Êtes-vous favorable ? Merci. C'est à moi. Donc, rapidement, sur l'association 313-17, je vous propose d'octroyer une subvention de 700 €. C'est une association qui participe à accompagner les jeunes et les adolescents dans leurs projets. Alors, cette association avait été un peu mise en veille lors des 2 dernières années. On n'avait pas donné de subvention l'année dernière, ni il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était de 350, je crois. Et l'année dernière, elle n'avait pas eu de subvention. Cette année, je vous propose de réoctroyer une subvention de 700 € car on souhaite remettre en place une vraie politique ado à partir de la rentrée 2022.
Avez-vous des questions? Qui est favorable? Merci pour eux. Adhésion au CIVU gestion des animaux errants. Monsieur Jean-Marc. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le courrier du président de la métropole européenne de Lille en date du 26 août 2021, et considérant l'obligation pour une commune d'être disposée d'une fourrière animale ou d'un service de fourrière établi sur le territoire d'une autre commune, la LPA rencontre actuellement des difficultés de fonctionnement. Son local ne lui permet plus d'assurer dans de bonnes conditions la délégation de services publics à sa charge. Un travail de l'AMEL a fait émerger une solution de création d'un syndicat à vocation unique pour gestion des animaux errants, libre d'adhésion pour toutes les communes ayant délégué leur service de fourrière communale à la LPA de Roubaix. Alors, je vous propose d'adhérer au CIVU gestion des animaux errants et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document et convention liés à ce projet. Avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une précision à demander. Oui. Savoir, c'est un coût, cette adhésion? Pour l'instant, non. Il y avait, mais c'était, oui, parce que oui, si c'est vrai, il y a une petite adhésion, il n'y a pas grand-chose. Je l'ai plus en tête. De toute façon, la LPA, ça nous coûtait aussi, parce que là, actuellement, on travaillait donc avec la LPA de Roubaix, et donc ils ont des grosses difficultés à gérer toutes les villes, enfin tous les animaux errants dans la ville, et puis bon, les problèmes de financement, etc. Et donc, de toute façon, il y aura des coûts. Et pour l'instant, non, c'est simplement l'adhésion. Et après, il y aura quand ça sera créé, quand ça sera lancé, il y aura un financement à faire. Qui sera déterminé, je crois, en fonction du nombre d'habitants de mémoire. Oui. Ok, merci. Ça combien? Ben voilà. Donc je vous confirme que c'est en fonction du nombre d'habitants, c'est 0,647 € par habitant et par an. Ouais, donc de l'ordre de... Ça fera 6 500 €. Voilà. Êtes-vous favorable? De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Même si vous êtes contre. Alors, dernier point, vous avez été destinataire du rapport du CIVU sur le fonctionnement et la construction de la gendarmerie ainsi que sur son extension qui ne date pas d'hier, hein, bien entendu. C'est un rapport annuel qui ne donne pas lieu à vote, mais c'est porté à connaissance. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce syndicat? Je rappelle que la durée du syndicat est liée à la durée de remboursement des emprunts que le syndicat a contracté pour construire 7 gendarmeries, d'abord le bâtiment premier, ainsi que son extension ensuite. Et que les remboursements d'emprunts sont couverts, voire plus, aujourd'hui plus d'ailleurs, par les loyers qui nous sont versés par la gendarmerie. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais donc lever la séance. Je vous remercie. Je vous souhaite les meilleures fêtes de Noël possibles dans un contexte sanitaire précaire. Et puis, prenez soin de vous et on se revoit prochainement.